Bienvenue dans Washington Forum. Tensions diplomatiques et sécuritaires dans la Corne de l'Afrique, dans la région des Grands Lacs, coup d'État au Sahel et crise politique comme au Sénégal. L'Union africaine est-elle aujourd'hui en mesure de faire face aux crises multiformes qui minent le continent? Le 37e sommet de l'Union africaine s'est achevé en début de semaine par un discours du nouveau président de l'organisation, le Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a appelé au retour de la sécurité et de la stabilité, ainsi qu'au renforcement de la coopération entre pays membres. Ce sommet s'est tenu dans un contexte de questionnement sur le rôle des institutions régionales et continentales, alors que l'Afrique est à la croisée des chemins. D'ailleurs, le commissaire du Conseil Paix et Sécurité qualifie la situation d'inquiétante. Quelle feuille de route pour l'Union africaine en 2024 afin de faire face aux crises qui minent le continent? Réponse avec nos invités. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie les 17 et 18 février pour la 37e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Un sommet survenu au moment où le continent est confronté à des coups d'État, des conflits, des crises politiques et également des tensions régionales, comme l'a constaté Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Retour sur les sujets marquants abordés lors de ce sommet avec Mamadou Mfa. Les conflits se multiplient dans le monde et l'Afrique n'est pas épargnée. La Libye reste divisée, le Soudan meurtri, la Corne de l'Afrique génère les tendances les plus inquiétantes, les Grands Lacs multiplient les signes d'aggravation et le Sahel inquiète au plus haut point, a énuméré Moussa Faki Mahamat. Les changements non constitutionnels de gouvernement se sont multipliés, s'est-il aussi inquiété. Les changements non constitutionnels de gouvernement se sont multipliés en totale défiance de tout l'ordonnancement politico-juridique qui a fondé notre organisation. Jamais, depuis la création de l'Union africaine, un tel nombre de transitions post-changement non constitutionnel n'a été atteint en Afrique. Notre échec à contrer un tel phénomène est patent. Évoquant le cas du Sénégal, Moussa Faki Mahamat a appelé à retrouver la voie de la sagesse. L'ajournement de l'élection a été invalidé par le Conseil constitutionnel, un veto auquel le chef de l'État s'est engagé à se conformer. Dans ce cadre, je salue la position du gouvernement sénégalais de prendre en haute considération la décision du Conseil constitutionnel du pays et souhaite plein succès aux consultations envisagées par le gouvernement pour décider dans un esprit consensuel les meilleures voies pour l'organisation des élections inclusives, libres et transparentes dans les plus brefs délais possibles. Un mini-sommet sur le conflit dans l'est de la RDC, organisé par le président angolais et médiateur de l'Union africaine, João Lourenço, pour relancer un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda, n'avait permis aucun apaisement selon les sources diplomatiques. La crise au Moyen-Orient s'est également invitée à ce sommet, notamment avec la présence du Premier ministre palestinien. Moussa Faki Mahamat a fustigé les tueries dans la bande de Gaza. Le cas le plus flagrant est celui de Gaza en Palestine. Littéralement rasé, son peuple presque exterminé dans l'intégrité physique des dizaines de milliers de ses habitants, humilié dans sa dignité et spolié de tous ses droits. Au terme du sommet, le président comorien Azali Assoumani a transmis la présidence tournante de l'UA à son homologue de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, sur la personne duquel l'Afrique du Nord, région à qui revenait le poste, a finalement trouvé un consensus après un long blocage dû à l'antagonisme entre l'Algérie et le Maroc. Voilà, merci beaucoup Mamadou Mfa. Alors, place maintenant à nos invités pour débattre de tout cela. À Paris, via Skype, nous avons Nyagale Bagayoko, analyste sécuritaire et présidente de l'African Security Sector Network. À Dakar, toujours sur Skype, nous avons Ibrahim Khan, analyste politique, chargé de plaidoyer à Osiwa auprès de l'Union africaine.
Et également à Kinshasa, toujours via Skype, nous avons Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique. Merci à tous d'être avec nous. Je démarre avec vous, Niagalé. L'Union africaine qui fait son entrée dans le G20, mais impuissante face aux crises sécuritaires et institutionnelles qui assaillent le continent, c'est plutôt un tableau mixte pour ce 37e sommet, n'est-ce pas? Moi, il me semble que c'est plutôt un tableau globalement négatif, plus que mitigé, dans la mesure où l'on s'aperçoit aujourd'hui de manière criante que tous les efforts et toutes les initiatives qui ont été adoptées depuis une vingtaine d'années par l'Union africaine pour se doter de capacités d'intervention en matière sécuritaire et d'instruments à vocation politique et normative se sont traduits par en réalité une incapacité faute d'avoir été mobilisés lorsque nécessité s'en est fait sentir. On pense bien entendu à cette fameuse force en attente dont l'opérationnalité a été déclarée désormais depuis une dizaine d'années, mais qui a échoué à être mobilisée dans les crises majeures, telles notamment celle du Sahel ou celle de l'Afrique centrale, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits en Somalie à travers la MISOM, mais qui, dans un cadre différent, s'aperçoit du caractère dépassé des 6 scénarios d'engagement de cette force. Et d'autre part, je pense que l'Union africaine peine aujourd'hui le fait de ne s'être pas prononcée lors du changement inconstitutionnel de régime au Tchad en 2021, contrairement à sa tradition qui remonte même à l'époque de l'OUA. On s'aperçoit qu'on ne peut pas jouer avec des principes, les principes dont sont garantes les organisations multilatérales africaines, qu'elles soient régionales ou sous-régionales, comme la CEDEAO, ne peuvent pas souffrir d'exceptions, ne peuvent pas être manipulés. Et lorsqu'on joue avec ces principes, on s'aperçoit qu'ils sont vidés de leur substance et donc les organisations elles-mêmes perdent toute influence et toute crédibilité. Oui. Alors, Ibrahima, on salue un peu une victoire à l'international avec l'entrée de l'Union africaine au G20, mais beaucoup de défis et de critiques sur le continent, comme l'a signalé Niagalé. Alors, pourquoi l'Union africaine a-t-elle du mal à convaincre une bonne partie de l'opinion africaine aujourd'hui? Mais parce que l'Union africaine a de la difficulté à faire fonctionner ses propres institutions. Vous savez, pour qu'une institution puisse être audible au niveau continental, encore faut-il qu'elle fonctionne bien. Il y a 5 ans, une procédure avait été engagée pour réformer l'Union africaine et on avait nommé le président Paul Kagame pour diriger ce processus. À ce sommet précis, il a rendu le tablier, il a dit que lui-même, tout le processus qu'il a dirigé a été un échec. Et un échec patent par le fait qu'il y a des structures qui existent au sein de l'Union africaine qui ne doivent pas jouer un certain rôle, ou bien qui doivent simplement jouer un rôle relais, mais qui s'imposent comme étant les institutions clés de l'institution, comme par exemple le COREP. Il a même demandé à ce que les règles concernant le fonctionnement du COREP soient révisées. Le sommet l'a refusé. Je ne parle pas du Parlement panafricain qui est dans une crise totale. Et le président de la Commission lui-même a parlé des communautés économiques régionales qui sont considérées comme les piliers de l'institution et qui ne fonctionnent pratiquement pas. Aucune de ces communautés ne fonctionne bien aujourd'hui. Donc, dans un contexte pareil, il est difficile que l'institution puisse dire ou demander des choses et que les autres... les États membres l'acceptent. Dans le discours que vous avez fait, le passage du discours que vous avez diffusé, le président de la Commission a lui-même parlé de défiance. Cela veut dire que ce sont les États eux-mêmes qui sont contre leur institution et qui ne veulent absolument rien faire pour que l'institution marche. Ça, c'est vraiment un grand problème. Oui. Henri, quand Moussa Faki parle d'un monde soumis à une violence aveugle, en référence un peu au conflit en Ukraine, le conflit Israël-Hamas,
N'est-ce pas justement le meilleur moment pour l'Union africaine de montrer sa pertinence et sa raison d'être et d'attirer l'attention sur l'Afrique? Ce que j'aimerais d'emblée dire, c'est que l'Union africaine ne peut malheureusement pas tout faire. Dans la mesure où, depuis une vingtaine d'années maintenant, on observe une forme de sous-traitance des questions à la fois politiques et sécuritaires au niveau de certaines organisations régionales et sous-régionales. Même si c'est vrai, on peut déplorer dans certains cas, dans certaines situations, le fait qu'il y ait eu des dérives. Je prends l'exemple de la CEDEAO, qui dans le passé avait néanmoins réussi, à travers des interventions en Gambie, au Libéria, en Sierra Leone, à pouvoir se faire entendre et à ramener une forme de normalité. Lorsque vous vous déplacez dans d'autres théâtres d'opération, effectivement, l'incapacité de l'Union africaine à pouvoir peser se fait ressentir pour une simple et bonne raison qu'il est encore tabou aujourd'hui que des chefs d'État africains sanctionnent d'autres chefs d'État africains. De la même manière, lorsque l'on voit des organisations qui ont des principes à respecter, par exemple, exclure des organes décisionnels tel ou tel pays qui a vu, d'une certaine manière, l'ordre constitutionnel interrompu, notamment à la suite d'élections qui ont été organisées dans les règles de l'art, on peut effectivement s'interroger sur les réactions souvent négatives lorsque les Africains décident de prendre des mesures contre les Africains. Je pense que quand on aura franchi ce pas, quand on aura franchi ce cap et qu'on sera en capacité de pouvoir se parler sans avoir à traiter de manière un peu sélective les situations. Niagalé expliquait fort bien la timidité de l'Union africaine par rapport à ce qui s'est passé au Tchad. Eh bien, on voit très bien qu'il y a effectivement une approche à géométrie variable de certaines situations qui font qu'aujourd'hui, eh bien, l'Union africaine doit être en capacité à la fois de nommer les choses, de pouvoir prendre les problèmes à bras-le-corps, mais aussi de s'appuyer autant que faire se peut sur les efforts qui sont faits au niveau régional ou sous-régional pour essayer de résoudre les crises. D'accord. Alors, justement, Niagalé, est-ce que, à la décharge un peu de l'Union africaine, est-ce qu'elle peut faire mieux que ses membres, puisque plusieurs pays membres sont confrontés à des crises institutionnelles ou de gouvernance et n'arrivent pas à respecter leurs propres règles? C'est toute la difficulté du multilatéralisme, en réalité. Il y a un certain nombre d'organisations, très peu dans le monde, en réalité, dont l'Union européenne est l'incarnation, qui ont des institutions qui sont dotées de ce qu'on appelle un degré de supranationalité, c'est-à-dire qu'elles sont en mesure d'avoir un pouvoir de décision, un pouvoir d'initiative en dehors de l'intervention et de la volonté de leurs États membres. Ce n'est absolument pas le cas des organisations multilatérales africaines qui restent gouvernées par ce que l'on appelle de l'intergouvernementalisme avant tout, c'est-à-dire que ce sont les premiers acteurs de la décision restent les chefs d'État et de gouvernement. Les institutions qui gèrent ces organisations sont largement limitées à jouer un rôle de secrétariat, même si il y a eu un changement d'appellation par mimétisme dans les années 2000 ou 2010 de ces secrétariats exécutifs qui étaient placés à la tête de toutes les organisations africaines. C'est ce qu'elles demeurent en réalité. On est dans la même situation que ce qui arrive au secrétariat général des Nations Unies. Les États membres restent les principaux décideurs et lorsque la structure d'une organisation régionale est majoritairement démocratique en ce sens que ces dirigeants ont été dans leur majorité désignés par la voie des urnes, mais également, j'y insiste, et on y reviendra peut-être, dans la mesure où ils respectent également l'état de droit et les libertés fondamentales, alors l'organisation fonctionne de cette façon-là et c'est ce qui s'est produit pour la CEDEAO pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Mais la structure de la CEDEAO a beaucoup changé.
désormais, et aujourd'hui elle est majoritairement dominée par des États qui sont dirigés soit par des militaires, bien sûr, mais aussi par des gouvernements civils qui souvent ne respectent pas les principes démocratico-libéraux, tant bien même ils ont été désignés dans les urnes. Et justement, Ibrahima Kane, je voulais un peu vous poser une question, puisque vous êtes au Sénégal, le président Macky Sall, qui était président de l'Union africaine il y a juste 2 ans, cette année, il n'a pas pu se rendre à Addis Abeba à cause des troubles internes. Quelle est la lecture que vous en faites? Mais je pense qu'il n'est pas allé à Addis, pas parce qu'à cause des troubles internes, mais parce qu'il ne voulait pas regarder en face ses pairs. Je me souviens, parce que j'étais dans la salle quand Macky Sall, fraîchement élu président de la République du Sénégal, était venu assister à sa première réunion en tant que chef d'État. Il avait fait un discours mémorable où il disait qu'il était le premier chef d'État sénégalais à être né après les indépendances, un chef d'État qui veut laisser une trace, un chef d'État qui ne va faire que 2 mandats. Il avait même insisté sur le fait qu'il voulait réduire son propre mandat de 7 ans à 5 ans pour être dans les règles de l'Afrique. Et il disait qu'il ne voulait pas rester un seul instant à la tête du gouvernement sénégalais parce qu'il y avait autre chose à faire après une vie à la tête de l'État. Donc, pour un président qui a dit autant, et pour la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, ça allait être difficile pour lui de se mettre devant ses pairs et d'échanger. D'accord. On va aller... avant d'aller aux commentaires Facebook, Henri Zouzi, comment lui peut-elle pousser ses membres à respecter les règles qu'elle s'est fixées en termes de bonne gouvernance et de processus électoral? Bon, d'abord, je pense que d'une année à l'autre, on voit très bien les thématiques qui réunissent chaque année le sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Je pense qu'il faut d'abord commencer par faire une évaluation sérieuse des thématiques abordées, au-delà des bilans qui sont dressés, bien évidemment. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'on peut certes se réjouir que dans certains pays, notamment anglophones, il y a effectivement des efforts conséquents qui sont faits en termes de bonne gouvernance, tandis que dans d'autres, effectivement, il y a encore des efforts sérieux à faire. Mais cela relève de la responsabilité des États, car vous le savez, les pays ne supportent pas d'être jugés, en tout cas d'être, je dirais, mis au pilori face au jugement des autres. Il appartient donc à chacun de pouvoir se déterminer en son âme et conscience, tout en veillant scrupuleusement au respect des règles qui s'imposent à tous. Alors, merci. Alors, on va lire quelques commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Charles Bazema à Ouagadougou nous dit « L'Union africaine a perdu sa crédibilité quand elle a accepté à sa tête des dirigeants qui ont modifié les lois de leur pays pour demeurer au pouvoir. L'institution doit revoir ses textes pour s'adapter et elle doit surtout s'autofinancer pour éviter les ingérences extérieures. Lasgasek est à Dakar. L'UA devrait travailler à son autonomie financière dans l'optique d'assurer sa survie et son indépendance financière. Et puis Alphonse Mbouaki à Kinshasa a écrit en 2024, l'Union africaine devrait explorer de nouvelles façons de traiter les crises de gouvernance, s'engager pour sauver le Soudan, résoudre les conflits en Éthiopie et stabiliser la RDC. Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington Forum, qui revient après une courte pause. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités à Paris, Nyagale Bagayoko, analyste sécuritaire et présidente de l'African Security Sector Network. À Dakar, Ibrahima Kane, analyste politique chargé de plaidoyer à Osiwa auprès de l'Union africaine. Et puis à Kinshasa, Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique. Nyagale, l'un des grands dossiers évoqués lors de ce 37e sommet, c'est la tension qui monte entre le Rwanda et la RDC. L'UA est-elle suffisamment ferme sur le sujet, à votre avis ? C'est également un sujet sur lequel l'Union africaine a beaucoup de mal à se positionner. On sait à quel point la présidence de l'institution continentale par le président Kagame a eu de l'importance, notamment en raison des réformes institutionnelles qui ont été introduites sous son mandat. Et on a le sentiment que son influence perdure aussi aujourd'hui dans la façon dont il y a un certain nombre de non-dits qui demeurent face à ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Mais d'une manière plus générale, quelle est la crédibilité de cette organisation, comme l'ont indiqué vos auditeurs, vos spectateurs, lorsque celle-ci n'est pas en mesure de financer ses propres décisions? Pour être crédible en RDC, sans doute faudrait-il que l'Union africaine ait le courage de mettre en action un certain nombre de ces mécanismes, y compris en matière de mobilisation de ces forces de défense et de sécurité, ce qui est un scénario qui apparaît extrêmement improbable à court ou moyen terme. Merci. Alors, je signale simplement que nous sommes aussi suivis à la radio sur nos différentes stations FM à travers le continent, mais également avec nos radios partenaires un peu partout en Afrique. Donc, ce n'est pas tellement faux de dire à nos auditeurs. Alors, Ibrahima, que pensez-vous de la position de l'Union africaine comparée, par exemple, à celle de Washington ou de Paris, qui accuse clairement Kigali de soutenir le M23? Je pense que vous savez, l'Union africaine est une organisation dont le fonctionnement, comme on l'a dit tout à l'heure, est un fonctionnement assez complexe, assez difficile. Dans ces genres de crise, la priorité revient à la communauté économique régionale. Et dans la crise congolaise, vous savez que il y a deux communautés économiques régionales qui sont concernées parce que la RDC est membre de deux communautés économiques régionales, à savoir la SADC et la CAC. Quand la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait pris en charge le dossier et avait envoyé des troupes, notamment des troupes kenyanes, la RDC n'étant pas satisfaite par les résultats obtenus, elle a changé le fusil d'épaule. Elle est allée demander à la SADC d'intervenir. Alors, au fond, à qui la faute si rien n'est encore réglé? Parce que vous ne pouvez pas aussi jouer avec les communautés économiques régionales qui ont des stratégies complètement différentes. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est 10 000 fois plus proche du problème que la SADC. Et si la RDC a fait le choix de quitter la CEAC pour aller à la SADC, c'est de sa faute. Et en plus, maintenant, comment voulez-vous que le Conseil de paix et de sécurité, qui regroupe pratiquement tous les belligérants, puisse vraiment prendre une décision effective, efficace, lorsque ceux qui sont sur le champ de bataille, qui tuent et qui pillent, sont aussi autour de la table. Donc vous voyez que ça devient une situation assez complexe, assez difficile. Et dans ce cas de figure, mon avis est que l'Union africaine devrait revoir la lettre et l'esprit de ces textes pour vraiment faire en sorte que lorsqu'un pays est impliqué à un conflit, que ce pays ne soit pas à la table de discussion, de recherche de solutions, ou plutôt que ce pays-là soit un peu en marge, de manière à ce que ceux qui sont aptes à pouvoir proposer des solutions puissent le faire sans l'influence ou l'ingérence de ces pays-là concernés. Donc il y a beaucoup de choses à faire et j'espère que dans les semaines à venir, surtout
compte tenu des problèmes graves que pose la crise soudanaise, l'Union sera obligée de revoir les textes qui concernent la paix et la sécurité dans la région. Henri, une réaction? Oui, d'abord préciser que la RDC n'a pas quitté la communauté est-africaine, elle s'est simplement séparée du dispositif qui avait été mis en place, la force régionale, qui s'est avérée totalement inopérante. Avec la SADC, évidemment, en vertu de l'article 6 du pacte d'assistance mutuelle, eh bien, la SADC a pris ses responsabilités pour venir justement au chevet de la RDC dans cette situation. Il y a actuellement deux processus qui sont concomitants, l'un piloté par l'Angola, on va le rappeler, puisqu'il le fait pour le compte de l'Union africaine, et puis vous avez un autre processus qui concerne le volet interne du conflit, qui est piloté par l'ancien président Uhuru Kenyatta pour le compte de la communauté est-africaine. Et dans ce cas précis, évidemment, il y a une grande difficulté, puisque vous avez, notamment pour ce volet interne, un groupe armé qui refuse de s'inscrire dans cette dynamique, puisque aujourd'hui... Vous parlez du M23. Le M23 en l'occurrence, aujourd'hui, les États-Unis et la France ont effectivement appelé le Rwanda non seulement à abandonner tout soutien à ce mouvement, mais surtout à quitter le territoire de la RDC, ce qui est quand même la preuve que ce pays est, je dirais, impliqué. Une dernière chose, si vous le permettez, la relative frilosité de la communauté internationale et même de l'Union africaine à pouvoir se déterminer par rapport au Rwanda vient du fait que le Rwanda est aujourd'hui le 4e contributeur dans les missions de maintien de la paix de l'ONU et aussi présent au Mozambique. Et donc, je ne sais pas si ce laxisme ou cette tolérance est liée à l'engagement militaire du Rwanda dans ces deux théâtres d'opération, mais il va falloir changer véritablement de paradigme pour ne pas, justement, alimenter ce soupçon qui est de collusion entre la communauté internationale et le Rwanda, ce qui est d'ailleurs régulièrement avancé par l'opinion publique. Est-ce que l'Union africaine devrait plutôt appuyer les efforts régionaux, comme ceux de la SADC et de l'EAC, et prendre un peu plus de recul, par exemple, dans la crise en RDC? Non, pas prendre de recul. Vous savez, prenez la CEDEAO, on a condamné vertement les coups d'État qui ont été organisés. Donc, de la même manière, il était assez facile de pouvoir condamner l'aventurisme d'un pays membre de l'Union africaine, qui plus est, a présidé de fort belle manière. Cela a été rappelé, l'Union, il y a de cela quelques années. Non, je pense qu'il faut nommer les choses et ne pas s'enfermer dans une entité qui ne sert absolument personne. Niagalé, l'articulation Union africaine, organisation régionale? Alors aujourd'hui, on est effectivement, à mon avis, à un tournant. D'abord, il faut rappeler que cette articulation qui a été pensée dans un des protocoles dès 2008 n'a jamais véritablement fonctionné. Il y a eu une grande concurrence en réalité autour du principe de subsidiarité qui faisait que les institutions sous-régionales étaient censées être les premières à intervenir dans la gestion des crises dans leur espace géographique. On l'a vu à l'occasion de la crise au Niger encore, lorsque la CEDEAO a décidé d'une intervention militaire qui finalement ne s'est jamais produite. L'Union africaine s'est désolidarisée de cette décision. Donc, déjà, il faut se rendre compte que le mécanisme mis en place n'a jamais particulièrement bien fonctionné. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est en train de se passer à travers toutes ces invocations pour réclamer la révision des cadres qui ont été mis en place tout au long des années 90 pour la CEDEAO, 2000 pour l'Union africaine en matière de sécurité, c'est qu'ils risquent d'être de plus en plus déconnectés de la promotion des règles de démocratie et de droits de l'homme. Et on va se retrouver avec des alliances